la pause théâtrale avec Jean-Louis Manceau de la compagnie Faits et Gestes. Nous accueillons Mireille Calmel et Bleuette Dio. Vous êtes toutes les deux les invitées demain d'un portrait croisé. Demain, dimanche, ce sera aux alentours de 15h. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Mireille, vous êtes l'auteur de Richard Cœur de Lion. C'est une saga, en fait, une série, on peut dire. Oui, c'est la suite du lit d'Aliénor, écrit il y a maintenant 14 ans, qui m'a valu ma première rencontre avec le public, en fait, et qui m'a fait qui a assis ma notoriété. Et voilà, donc c'est la fin d'une grande saga qui constitue 5 tomes. Et vous, Bleuette Dio, vous êtes venue ici aussi avec une œuvre en plusieurs cycles, Sumerian Codex. Voilà, Sumerian Codex, c'est une trilogie, c'est un thriller, mais alors un thriller médiéval. Il ne se passe pas à notre époque, il se passe pendant la guerre de 100 ans. Donc on aborde un petit peu tous les ordres de chevalerie, notamment les chevaliers teutoniques, puisque ça ne se passe pas en France, mais en Estonie, dans les pays baltes. Et surtout, c'est vraiment un thriller, parce que sous une forme d'énigme, on va aller petit à petit vers une énigme qui va porter sur un champ d'action bien particulier, c'est les origines de l'homme et des civilisations, puisque je suis historien-chercheur et que je suis une spécialiste du Proche-Orient ancien et de l'Anatolie. Et donc, sous une forme très romancée, puisque ça reste quand même un livre tout public qui est... on va dire, vraiment imprégné de mystère. Il y a une météorite, il y a plein de choses, des passages secrets, un vieux codex à déchiffrer. Donc vraiment, c'est un livre... Tous les ingrédients sont là pour un bon suspense, on va dire. Voilà, il y a le suspense vraiment... Et je peux en témoigner, puisque j'ai eu la chance de préfacer le livre de Bleuette. Et c'est une excellente trilogie. Merci beaucoup, Mireille. Mais c'est vrai Mireille m'a fait vraiment l'honneur et la joie de préfacer cette trilogie. Et vraiment, je l'en remercierai jamais assez. Vous avez en commun, toutes les deux, d'avoir écrit des histoires qui se situent dans cette période médiévale. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on est passionnés du Moyen-Âge, toutes les deux, oui, et de l'histoire en général. Sauf que Bleuette est une historienne, et moi je suis une raconteuse d'histoire seulement. Oui, mais une bonne conteuse. Une bonne conteuse. Voilà, donc, alors curieusement, moi j'ai connu Bleuette parce que ce sont mes lecteurs qui m'ont parlé d'elle, en me disant, vous connaissez pas Bleuette Dio, mais on aime beaucoup ce qu'elle fait, et voilà, faut absolument, et c'est comme ça que je suis venue à la rencontre de Bleuette et que j'ai découvert ces titres. Et voilà, et je peux dire vraiment de tout cœur que parfois certains livres d'historiens purs sont particulièrement barbants, parce que malheureusement les historiens sont pas tous des raconteurs d'histoires, et alors que Bleuette, on rentre vraiment dedans, c'est vraiment un roman à pleine vitesse, on rentre dedans tout de suite, on est avalé par les personnages, par l'histoire, et tout de suite on est vraiment au cœur de l'intrigue. Donc c'est une vraie raconteuse d'histoire en plus de son travail d'historienne, et c'est savoureux, quoi. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé, quoi. Et vous, ça doit être un peu l'inverse, parce qu'en plus d'être une raconteuse d'histoire, il a bien fallu que vous vous documentiez un petit peu pour écrire sur Richard Cœur de Lion, sur Aliénor. Je travaille avec des universitaires, je travaille avec des documentalistes, voilà, donc je fais un autre travail, c'est pas le même, il y a le même travail de recherche que ce que fait Bleuette, évidemment, mais le savoir accumulé en moins, puisqu'il faut que j'aille le chercher peut-être beaucoup plus difficilement qu'elle, quoique des fois, hein. Mais oui, évidemment, il y a une structure historique très, très fouillée, et aussi cette part de légende qui est là, et que j'aime replacer dans sa vérité historique. Je pense qu'il y a une vérité historique quelque part. On se rejoint, c'est vraiment ce côté légende, ce côté mystère, parce que c'est vrai que, c'est vrai que Irmeline, l'héroïne, a des pouvoirs un peu surnaturels, il y a toujours un peu cette part de légende celtique ou autre, mais c'est vrai que je pense qu'avec Mireille, c'est là où on se rejoint, c'est l'amour de l'histoire et en plus le mystère, la légende. Je crois que ça, et Mireille le fait admirablement bien, et j'espère être un peu sa filleule littéraire. Sûrement, pas de doute. Pas de doute de ce côté-là pour moi, en tout cas. Et ce que vous appelez légende, en fait, c'est la part d'histoire qui n'est pas prouvée, c'est la part où l'imaginaire peut entrer par la porte. C'est l'histoire alternative. C'est comme ça nous, en tant qu'historiens, c'est-à-dire que c'est l'histoire, mais l'histoire mythique, c'est-à-dire c'est
c'est dans la théorie. Il n'y a pas de preuves à l'appui, mais ça reste au cœur des textes fondateurs, des textes mythiques, etc. Donc, ou carrément des chroniques elles-mêmes, des chroniques de l'époque où vous voyez apparaître quelque chose qui tilte et où vous dites si on en parle, c'est que ça a existé, mais ça a existé avec quel repère, comment, pourquoi, parce qu'on n'a pas d'autres traces, ou on a quelques traces par-ci par-là qui nous permettent de faire des recoupements, mais rien de suffisamment solide. Vous voyez, dans les chroniques de croisade, on a bien la trace d'Excalibur qui a été soi-disant déterrée par Henri Plantagenet et amené par Richard Cœur de Lion à la croisade. Donc vous voyez, alors qu'on sait que le mythe arthurien, quelque part, il est né sous la plume de Geoffroy de Monmouth et il a été embelli par Aliénor d'Aquitaine. Donc voilà, où est la part de vérité, où est la part de légende? Finalement, on a cette chance extraordinaire, nous les romanciers, de pouvoir la glisser au fil des pages. On s'engouffre dans les brèches, et puis on arrive à reconstituer l'histoire vraiment. Et en même temps, redonner à cette part de mythe peut-être le fondement de leur vérité historique. Voilà, avec le piquant supplémentaire, je veux dire, qui est vraiment important. Et c'est vrai que quelque part, le mythe, c'est un petit peu l'histoire qui nous arrive sous sa forme symbolique. Moi, ça, j'ai écrit un essai il y a très peu de temps, qui est sorti il y a peu de temps, qui s'appelle Histoire secrète des civilisations. Et quelque part, je touche au mythe, puisque je suis aussi mythologue, c'est-à-dire spécialiste des mythes fondateurs du monde. Et quelque part, il est certain que le mythe a une part de vérité, mais cette part de vérité, à nous historiens, d'apprendre à la décrypter, parce que c'est un cryptage, parce que c'est vrai que quelque part c'est assez difficile à crypter, mais c'est vrai que quand on peut collationner, c'est-à-dire rassembler tous les textes et aller creuser et lire entre les lignes, on s'aperçoit que finalement, la vérité est souvent beaucoup plus proche du mythe qu'on l'avait supposé autrefois. Et c'est là où je pense que le travail du romancier est important, parce que l'imaginaire permet ce relais entre... il court-circuite, si vous voulez, la pensée pure de l'historien qui s'appuie uniquement sur des textes, et il fait le lien entre les deux, il fait le lien entre cette espèce d'esprit très cartésien de l'historien et cette évocation du mythe qui est là et qui nous permet d'aller creuser parce qu'on se laisse emporter, que justement on met pas de barrières. On met pas les barrières historiques quand on est romancier. On oublie tout, on désapprend ce qu'on a appris pour pouvoir aller plus loin. Et quelquefois, moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises de découvrir que les personnages que je créais avaient réellement existé, que les situations que j'avais imaginées, rêvées, avaient réellement existé. Ce qui prouve que quelque part, il y a l'intuition. Il y a une intuition qui est là et qui nous permet peut-être d'accéder plus loin, plus fort et plus justement à des choses que l'on ne fait qu'avérer. Et toutes les deux, vous avez un autre point commun. Par exemple, vous, Mireille, Richard Cœur de Lion, c'est 2 tomes qui font suite à Aliénor. C'était 2 tomes aussi. Oui, et Olide Aliénor qui était un seul tome. Oui. Voilà. Et donc, c'est une série qui s'inscrit dans la longévité. Oui, complètement. Vous, Bleuette, c'est pareil. En fait, est-ce qu'on peut dire que vous êtes des écrivaines très prolifiques, ou est-ce que quand on tire une ficelle et que ça vient, on a envie de continuer à dérouler la pelote, ou? Moi, je me dis toujours que je vais écrire 200 pages pour le prochain bouquin. Bon, ce que j'ai fait avec la Marquise de Sade, vous me direz. Mais cela étant, c'est un autre propos, un autre style, une autre accroche d'écriture. Mais globalement, oui, quand j'ai commencé Aliénor, je me suis dit, si j'arrive à faire 200 pages, waouh, ça va être chouette, quoi. Puis au final, j'en ai fait 500, et puis il me manquait la suite, et puis voilà, et puis j'ai fait 5 tomes. J'ai fait pareil pour le Chant des sorcières, j'étais partie sur 200 pages, et j'ai fait, il y a eu 5 tomes. On doit être très bavarde. Je pense qu'on est très bavarde de nature, et je pense que quelque part, on a beaucoup d'imagination, je crois. Oui, je pense qu'on est très, très imaginatif. Oui, il faut beaucoup d'imagination, parce que moi, là, j'ai écrit donc une première trilogie, mais il y aura une suite, si on veut, une suite sans être une suite. C'est-à-dire, on va retrouver les premiers personnages, et on va retrouver d'autres personnages qui vont pénétrer dans la suite, qui s'appelle Tempus Aeternum, et le premier tome, qui s'appelle Les Seigneurs de la Guerre, va sortir à la fin de l'année. Donc là, on va retrouver des personnages qu'on va quitter un peu dans Sumerian Codex, et là, on va retrouver un chevalier, le beau ténébreux, le teutonique dans toute sa force, et on va aller surtout vers
une quête du Graal, c'est-à-dire un Graal qui se retrouve finalement piégé dans le temps, puisque je suis passionnée par l'espace-temps, et là quelque part on va aller. C'est bien, elle est venue le chercher dans mon livre, le Graal, et puis après on l'a piégé dans le temps toutes les deux. Voilà, et encore. Ce qui est pas faux d'ailleurs, parce que encore un point commun, puisque moi dans le dernier tome qui sort en janvier, il sera question aussi des deux Graals cette fois. Ah, voilà, le Graal noir et le Graal de lumière. Mais finalement, je vais aller les placer dans le temps justement pour que tu puisses aller les chercher. Voilà. C'est vrai qu'on a beaucoup de points communs, Mireille et moi, ça c'est vrai. Mais cette forme littéraire sous forme de série, finalement, elle accroche le public, le lectorat, et puis par là aussi, elle accroche l'éditeur qui ne vous suivrait pas si ces livres ne marchaient pas. Donc il y a une véritable demande de retrouver des personnages qu'on a aimés à travers un autre tome. Bien sûr, les lecteurs sont fidèles. Moi, ça fait 14 ans qu'ils me suivent, qui sont là dans toute l'Europe et qui ne démentissent pas. Quoi. Donc, c'est vrai qu'ils nous écrivent pour nous demander et la suite, quand est-ce que ça vient. C'est magique. Ils sont vraiment passionnés parce que c'est vrai que moi quelque part il y a des gens, notamment une lectrice qui m'a dit moi je vais orienter mes vacances vers la Prusse orientale justement, donc la Pologne actuellement, justement pour aller chercher un petit peu, aller sur la piste de Lanz von Malberg et de tous vos personnages pour voir où sont les paysages que vous avez décrits, etc. Donc ça m'a fait plaisir parce que c'est vrai que quelque part on les sent accrochés, on les sent imprégnés de nos lectures et c'est vrai que quelque part on a l'impression que l'histoire revit quelque part. C'est quelque chose qui a toujours existé, cet amour des lecteurs pour des personnages qui le retrouvent. C'est quelque chose que vous avez rencontré l'une et l'autre au cours de votre carrière, ou c'est un phénomène récent? Non, ça a toujours existé. Rappelez-vous Angélique Marquise des Anges. Ah oui, oula. Voilà, 10 tomes, la saga fabuleuse. Et moi, je me rappelle tous les bouquins, tous les romans de Jacqueline Monsigny, qui avait fait fureur aussi à l'époque et où il y avait, où les gens suivaient. Non, les lectrices, elles ont toutes été amoureuses de Robert Hossein, Bien sûr. Mais c'est sûr, Angélique, ça a marqué les esprits, mais ça a été. Le seul souci d'Angélique, enfin, le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est que historiquement, c'était pas très solide. Bon, mais ça a été la première, et c'est peut-être ce qui a malheureusement de dénaturer le roman historique. Ça a été écrit un peu pendant la guerre. Elle avait peut-être pas les moyens. Voilà. Oui, mais du coup, ça a amené cette espèce de regard très condescendant des historiens purs et durs sur le roman historique, en disant bon, c'est du roman de gare, c'est du roman populaire, ça vaut pas grand-chose. C'est vrai que ça s'apparente souvent un peu à l'eau de rose, le roman historique de femmes. Hein. C'est vrai que. Et je pense qu'après, peut-être Juliette Blanzoni. Oui, elle a ramené, bien sûr. Elle a Jeanne Bourrin aussi, d'ailleurs. Jeanne Bourrin, alors là, elle a apporté ses lettres de noblesse au genre, hein, ça c'est clair, hein, ça c'est sûr. Mais donc, non, c'est pas récent, c'est quelque chose, je pense que les gens, de toute façon, les gens s'attachent aux personnages à partir du moment où vous leur donnez, et c'est ce qui fait l'engouement de toutes les séries qu'on voit à la télévision, qu'elles soient historiques ou pas, les gens, je pense que plus encore, les jeunes lecteurs ont besoin de ça, ont besoin de s'identifier aux personnages, quelle que soit l'époque, et en même temps, ils ont besoin de les suivre et ils ont besoin de s'attacher à eux véritablement. Quoi. Finalement, comment mieux apprendre l'histoire qu'à travers un roman historique? On le retient beaucoup mieux, parce que comme c'est plus distrayant, la mémoire le retient davantage. C'est vrai que dans un livre, il faut apprendre des dates, dans un livre d'histoire, des faits qui sont souvent plutôt abstraits que concrets, et quelque part, à travers le roman historique, le lecteur souvent apprend nettement mieux et retient nettement mieux l'histoire, à condition que bien sûr. Voilà, mais il ne faut pas que ce soit barbant. Il faut Ah non, il ne faut pas que ce soit barbant. Que ce soit Bleuette ou moi, nous écrivons, nous avons une écriture très contemporaine. Donc même si on ajoute des touches qui permettent de s'ancrer véritablement dans l'époque et de revivre l'époque au travers de nos personnages, il n'en reste pas moins que l'écriture est fluide, elle est très 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 visuelle. C'est très important. Et elle est très. Moi, je travaille par exemple, je fais très peu de descriptions parce que je pars du principe que les atmosphères sont plus importantes. Les atmosphères, c'est ce que vous avez dans les romans, dans les thrillers ou dans les polars. On retrouve beaucoup plus ça que des descriptions de 10 pages d'un lieu qui sont étouffantes, qui n'apportent rien au récit, parce qu'au final, vous vous apercevez que vos lecteurs, ils font qu'une chose, c'est vite, ils décrochent et puis ils se créent leur propre monde, leur propre imaginaire prend le relais. Donc voilà, si l'écriture est rythmée, qu'elle vous emporte, vous oubliez très vite que vous êtes plus au XXIe siècle et vous vous laissez avaler par le XIIe siècle comme si vous y étiez. Quoi. Mireille et moi, on a encore ce point commun qu'on met quand même des mots qui font un peu couleur locale, qui donnent un petit peu cette connotation. Je vois Mireille, elle emploie des mots bien particuliers qui sont bien à elle des fois, mais c'est vrai qui donnent cette couleur vraiment au livre et qui font qu'on a l'impression d'être carrément immergé. C'est un voyage dans le temps. Quand on lit Mireille, on voyage dans le temps, ni plus ni moins.
Vous êtes invité des fois dans des lycées pour des actions pédagogiques. Vous avez parlé tout à l'heure, Bleuette, du fait qu'on apprend bien l'histoire à travers un roman qui justement, il y a des intrigues, des suspense, peut-être plus facilement qu'à travers un livre universitaire. Plusieurs fois, malheureusement, j'ai été obligée de décliner parce que je donne aussi beaucoup de conférences et que là, cette année, avec la sortie de mon livre, je suis vraiment complète, overbookée, comme on dit à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que oui, ça arrive. Et je sais pas pour Mireille, mais oui. Oui, moi aussi, oui, ça arrive souvent. Et l'une de vous deux fait de la radio également. Je crois que c'est vous, Mireille, non? Fait de la radio, non. J'ai fait beaucoup de théâtre, je fais beaucoup de choses. La radio, non. Mais il m'arrive de régulièrement faire des... Oui, je donne régulièrement des émissions radio, et notamment une émission radio qui s'appelle Bob vous dit toute la vérité, et qui justement cherche comme ça un petit peu à aller vers l'histoire alternative, comme je peux parler de... Et quelque part, disons que moi, j'apporte mon témoignage sur les premières civilisations, la naissance de l'homme, la révolution néolithique, etc. Et en dépoussiérant vraiment l'histoire avec les dernières trouvailles archéologiques, et notamment l'imagerie magnétique, etc. Donc, et quelque part, les gens adorent, et les lecteurs m'écrivent... ils sont vraiment passionnés par ce genre d'émission, et c'est vrai que j'ai la chance de donner une conférence à Paris dans le 15e arrondissement le 14 juin, et c'est une conférence qui a beaucoup d'importance à mes yeux parce que déjà la salle est comble, et il est un fait que je me rends compte à travers ça que les gens sont passionnés par notre histoire, par leur origine, ni pas ni moins, parce que ça touche chacun d'entre nous. Merci à toutes les deux. Je rappelle que demain à 15h, donc vous êtes les invités de ce portrait croisé organisé par le Salon du Livre de Pamiers. Vous serez évidemment là demain à vos stands respectifs durant toute la journée. Avec impatience tous nos lecteurs, qu'ils soient simples visiteurs, simples curieux, ou qu'ils aient juste envie de partager un petit mot avec nous. Oui, ça nous fera très plaisir. Il n'y a aucune obligation d'achat quand on vient dans un salon du livre. Il y a juste celui d'avoir le sourire, d'avoir la banane, parce que finalement il fait beau à Pamiers, et que, ma foi, le lycée, l'atmosphère et les livres, ça crée une belle ambiance. Voilà, donc venez nombreux, peu importe, avec ou sans porte-monnaie, on s'en fout. Venez discuter. Venez échanger, c'est ce qui nous intéresse. Oui. C'est pour ça qu'on est là. Merci Mireille, merci Bleuette, et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.